Les rencontres d'options, la revue de l'UGIC CGT, Clément Olivier. Hiver 2024-2025, professions intermédiaires, la grande déqualification, 3 tables rondes à podcaster, enregistrées en public à Montreuil. Troisième temps de cette série de tables rondes autour des professions intermédiaires pour un focus particulier donc sur les femmes. On l'a dit, les femmes sont majoritaires dans ce groupe socio-professionnel. Elles sont aussi particulièrement sectorisées, à savoir dans le public et dans le tertiaire. Elles sont en moyenne plus qualifiées que les hommes et malgré cela, elles restent moins payées, y compris à qualification comparable. C'est ce qu'on a appelé la triple peine qu'elles subissent. Et de façon emblématique avec les métiers du soin et du lien, particulièrement féminisés. Alors, comment ces inégalités s'expriment-elles de façon structurelle ? Quel chemin parcouru pour y remédier ? Quel rôle particulier des professions intermédiaires et quelles perspectives juridiques et syndicales ? Voici quelques-unes des questions qui vont nous occuper dans cette discussion avec vous. Emmanuelle Lavignac, bonjour. Bonjour. Secrétaire national de l'UGIC CGT, membre par ailleurs du HCE, le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Rachel Silvera, bonjour. Bonjour. Économiste, maîtresse de conférences à Paris-Nanterre et co-directrice du réseau de recherche MAGE, Marché du Travail et Genre. Ophélie Labelle, bonjour. Bonjour. Secrétaire générale adjointe de l'UFMICT CGT Santé Action Sociale, donc l'Union fédérale des médecins, ingénieurs, cadres et techniciens. Et Martine Lalevé, bonjour. Bonjour. Consultante au cabinet Secafi, vous êtes spécialiste dans les questions de politique sociale. Merci à vous quatre de participer à ce plateau justement particulièrement féminisé. Emmanuelle Lavignac, en fait, le marché du travail, il a suivi dans sa féminisation le phénomène de tertiarisation et de désindustrialisation. Et aujourd'hui, on en a déjà un petit peu parlé, entrons dans les détails, c'est pas moins de 54% des professions intermédiaires qui sont des femmes. Oui, 53%. Normalement. Alors voilà. Oui, effectivement. Donc, ce matin, on a beaucoup parlé des professions intermédiaires. On en a parlé de façon indifférenciée. Mais si on regarde et qu'on chausse les lunettes de genre, on s'aperçoit que sur les 26% de professions intermédiaires, il y en a 53% qui sont des femmes. Donc, c'est quand même assez massif. On sait qu'effectivement, dans les professions intermédiaires, vous l'avez vu aussi ce matin, il y a beaucoup de diplômés du supérieur. Et les femmes, aujourd'hui, sont plus diplômées du supérieur que les hommes. Donc, on sait qu'elles sont principalement impactées par la dévalorisation salariale quand elles sont professions intermédiaires. Les professions intermédiaires, c'est à peu près 51% du PIB. Donc quand vous avez 53% d'un 26% de professions intermédiaires, ça veut dire que ça pèse. Et ça veut dire qu'elles ont un rôle important et qu'il faut en tenir compte. Alors, ce que tu disais, effectivement, c'est tout à fait juste. C'est pourquoi, finalement, sont-elles autant dans les professions intermédiaires. Il y a plusieurs raisons, mais moi, de façon un peu générale, puisque après moi, on va vous expliquer comment ça se passe dans les professions féminines, à prédominance féminine, comment ça se passe pour elles, la valeur salariale, etc. Mais de façon plus large, les femmes sont majoritaires dans les professions intermédiaires parce qu'il y a eu une tertiarisation, effectivement, de l'économie. En fait, elles sont à l'intersection de plusieurs phénomènes qui se sont produits dans les 40 dernières années. Tertiarisation, c'est surtout effondrement du monde ouvrier, du secteur industriel, on y reviendra, et mise en avant et évolution tout d'un coup d'un service tertiaire qui a pris ce qu'on appelle le travail dans le service, qui a pris une ampleur inversement proportionnelle à l'effondrement du secteur secondaire. À côté de ça, il y a eu l'entrée massive des femmes dans le monde du travail. C'est-à-dire que c'est conjoint. À partir de 70, on commence à effondrer le secteur industriel. Et là, arrivent les femmes dans le monde du travail. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez 68% des femmes de 15 à 64 ans qui sont en activité, soit 8 points de moins que les hommes. Mais en 75, il y avait 31 points de différence. Donc l'arrivée massive de ces femmes se fait dans la tertiarisation du secteur, majoritairement. Après, il y a un deuxième avantage pour le patronat, ou en tout cas le capital qui est en train de se diversifier, parce que l'industrie externalise le mode de production, reste le service autour des industries françaises. On ne va pas dire que l'industrie s'effondre complètement en France, mais il y a aussi un autre phénomène, ce qui fait qu'on a de plus en plus de petites entreprises qui sont autour de l'industrie, donc des TPE-PME. En France, c'est 90%
du tissu productif, ce sont les TPE-PME. Donc, oui, qu'est-ce que ça fait justement pour notre sujet? Ça fait qu'à partir du moment où vous avez comme ça des plus petites structures, quand un employeur embauche quelqu'un, son intérêt, c'est pas de le surpayer. Il y a une pression financière qui se met en place. Donc dans ces TPE-PME, quand on embauche un homme ou une femme, on va plutôt essayer de le mettre dans la profession intermédiaire. Comme les femmes sont majoritairement en profession intermédiaire, on va plutôt que de prendre une directrice des ressources humaines dans une PME, on va prendre une assistante RH. Une assistante RH, elle va faire quoi? Comme vous l'avez vu tout ce matin, je ne vais pas le répéter, la profession intermédiaire, c'est entre le cadre et l'employé. Donc en fait, ça veut dire qu'elle est polyvalente et qu'elle va pouvoir faire un travail de cadre et à la fois, pourquoi pas, un travail d'employé. Donc, on embauche quelqu'un avec un minima salarial qui est plus bas que cadre. Et puis l'évolution pour les femmes, là c'est un autre phénomène, ne se fait que très rarement en passage de cadre, puisque les cadres en France sont encore majoritairement masculins. Mais je voulais rajouter qu'il y a un troisième phénomène, c'est que pourquoi les femmes, du coup, ont été prises et engouffrées dans les professions intermédiaires, c'est aussi l'élévation du niveau scolaire, puisque les femmes qui sont nées en 1960-70, la volonté politique à l'époque, c'était que tout le monde ait un niveau bac. Et ce qui était très bien, parce que ça leur a permis, enfin très bien, ça permet d'avoir une population qui est, on va dire, éduquée, à diplôme, qu'on peut mettre dans des postes où elle va s'adapter parce qu'elle a la culture générale adéquate. Et donc tout ça, c'était tout bénef pour le patronat. Donc en fait, c'est la restructuration du système, du tissu productif français qui a produit aussi cet effet d'aubaine d'avoir des femmes dans les professions intermédiaires. Un mot peut-être également sur la sectorisation. Ça nous mène à cet aspect structurel ou systémique qui est notable, c'est-à-dire que souvent ces discriminations, elles ne sont pas forcément conscientes de la part d'un employeur qui serait une espèce de misogyne décomplexée et qui dit « tu es une femme, donc je te paye moins » de façon consciente. Ça peut évidemment arriver naturellement, mais surtout ce qui se passe, c'est que les femmes se retrouvent pour toute une série de raisons qui sont sociales dans des filières féminines. Et là, c'est là que ces filières elles sont moins valorisées au niveau du salaire. Emmanuel Lavignac. Alors, quand j'entends c'est pas forcément voulu, on va pas forcément prendre des femmes dans tel métier ou un autre. Alors individuellement, mais en fait l'individuellement, on s'en fiche un peu, mais de façon structurelle et systémique, pour les raisons que je viens de dire, c'est d'avoir une main d'œuvre qui coûte moins cher, qui est compétente, et qui finalement n'accède pas à des hauts salaires à la hauteur de ce qu'elle devrait avoir, et du coup on embauche des femmes. Donc en fait c'est structurel et systémique quand même, c'est pas complètement innocent. Alors effectivement l'employeur ne dit pas tiens je vais prendre une femme plutôt qu'un autre, mais de fait, comme par hasard, on retrouve dans les professions intermédiaires et employées, alors c'est pas le sujet aujourd'hui, mais les femmes sont majoritairement dans les plus bas salaires. On a parlé ce matin du SMIC, 56% de la population au SMIC, ce sont des femmes. Donc en fait, c'est quand même installé structurellement, et pour après des raisons qui sont plus naturalisantes, on va dire, et que va expliquer certainement Rachel. Je posais cette question sur ce mode-là pour justement désindividualiser cette question. Ça y répond tout à fait. Rachel Silvera, il se trouve qu'on vous doit beaucoup sur ce sujet. Vous faites partie des gens qui ont mis en lumière les métiers du soin et du lien comme étant à forte utilité sociale tout en étant très dévalorisés. Peut-être un mot général sur ces professions avant de passer plus précisément à l'aspect professions intermédiaires. Oui, alors un mot pour faire un lien avec ce qui vient d'être dit. C'est que quand on parle des professions intermédiaires et quand on met le focus, qui plus est, sur les femmes, on a dit qu'elles étaient majoritaires. En fait, le titre de votre journée, c'est vraiment là-dessus. Il y a une dévalorisation qu'on pourrait qualifier de systémique du fait qu'il s'agisse d'abord et avant tout de femmes, et a fortiori dans ces professions-là. Et cette dévalorisation systémique, je pense qu'on va être d'accord à propos des métiers du soin et du lien aux autres, mais pas seulement, elle s'explique, alors on peut le dire de façon très vivante, par le fait que, au fond, au départ, ce ne sont pas des vrais métiers, on revient au débat de ce matin, ça ne correspondait pas à ce qui fait une profession en tant que telle, mais on va faire appel d'abord à l'idée de vocation. On va faire appel au fait que lorsque on sert, lorsqu'on soigne, lorsque l'on accompagne, lorsqu'on éduque, pour évoquer la plupart des fonctions qui relèvent
de ces professions intermédiaires, eh bien, on n'a pas besoin de beaucoup de formation, de professionnalisation, puisque si c'est une femme, naturellement, elle sait soigner, accompagner, éduquer, mais aussi nettoyer et servir. Donc, cette image-là de compétence naturelle qui serait innée, parce que femme, parce que forcément mère de famille et donc enfant, et donc, eh bien, c'est un fil que l'on retrouve dans toutes ces professions, notamment intermédiaires. Donc, non seulement les rapports de force ont fait que certaines conventions collectives vont vider de leur contenu ce qui fait une profession et sa reconnaissance, mais qui plus est là, dans les services, et notamment, alors là, a fortiori, dans ces métiers du soin et du lien, on a affaire à à cette idée de vocation. Et je voudrais juste, en un mot, évoquer, ça fera un pont avec toi après, l'histoire du métier d'infirmière, le point de départ. Lorsqu'on a décidé de laïciser les hôpitaux, tenez-vous bien, donc il fallait construire on ne disait pas métier, il fallait transformer le rôle de ces bonnes sœurs en infirmières. Eh bien, une des questions parlementaires du début du XXe siècle, c'était, faut-il rémunérer ces infirmières? Si on le fait donc au-delà du strict nécessaire, y a-t-il pas un risque d'en faire un métier de mercenaire? Ben là, la messe est dite. Tout vient de là. Et on va perdre le caractère vocationnel d'une infirmière. La pas du gain à la place. Ophélie Labelle, effectivement, parmi ces professions du soin et du lien, on a les infirmières. L'UFMICT Santé Action Sociale a lancé une grande étude relayée par l'UGICT sur leurs conditions de travail. Elle est en train de s'achever et on n'a pas les résultats définitifs, mais déjà un mot sur en quoi elle consiste, cette enquête sur les infirmières, et quel est son but? Alors, on a lancé une enquête début novembre sur l'ensemble des professionnels infirmières dans l'ensemble de notre champ, mais aussi bien plus large, à savoir que les infirmières aujourd'hui représentent à peu près 600 000 personnes dans le salariat, hors infirmières libérales, et que cette profession compte 87% de femmes. Cette enquête qui a été donc lancée en fin d'année dernière avait pour vocation au-delà d'un travail aussi revendicatif en préparation des prochaines élections de la fonction publique hospitalière qui auront lieu dans 2 ans, aussi de revoir un petit peu les revendications ou les difficultés des professionnels aujourd'hui dans le cadre de leur travail, que ce soit en termes de conditions de travail, mais aussi de rémunération, de questions de sens de leur travail, comme tu disais Rachel, et des questions de formation nécessaires pour accéder et être reconnus comme infirmières dans leur champ. Donc à aujourd'hui, nous avons à peu près 3500 retours de répondants. Et les premiers points qui peuvent se dégager tournent essentiellement autour des conditions de travail. Rachel parlait aussi des questions naturelles, de compétences innées. C'est un point qui est clairement remonté par les répondants et répondantes concernant le fait qu'elles manquent de reconnaissance par l'ensemble de leur hiérarchie sur les fonctions qu'elles exercent en tant que professionnelles, en tant qu'infirmières. Également, un point, mais que Rachel aussi complétera, c'est la question de la reconnaissance de la pénibilité dans les métiers à prédominance féminine. Et là, on voit que les conditions de travail des infirmières, que ce soit sur la charge de travail, mais aussi sur la charge mentale et liée également aux horaires atypiques. Alors quand je dis horaires atypiques, c'est soit matin, soir, mais aussi travail de nuit, travail en 12 heures, puisqu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, on travaille de plus en plus en 12 heures, et qu'il y a une réelle surcharge et des questionnements autour justement de ces conditions de travail-là pour ces professionnels. Et juste voilà, sur la question de la pénibilité, aujourd'hui, on voit encore que la question de la pénibilité des métiers à prédominance féminine n'est pas prise en compte, que ce soit dans la réforme des retraites ou encore dans plein d'autres champs, quels qu'ils soient. Votre but, il n'est pas seulement pour avoir une observation, c'est aussi pour les remobiliser, ces infirmières? Exactement. À savoir que les professionnels infirmières, aujourd'hui, ont une réelle difficulté d'organisation
et également de vote sur la question au moment des élections professionnelles. Et c'est aussi pour qu'elles se réapproprient ces difficultés-là et qu'on les accompagne justement dans leurs revendications. Ça rejoint effectivement vos recherches, Rachel Silveira, avec cette lecture qui a 4 niveaux, la non-reconnaissance des diplômes, la sous-évaluation des responsabilités, sous-évaluation également de la technicité des métiers, et puis la pénibilité. Oui, tout à fait. Alors, pour revenir un peu, vous vous rappelez peut-être, puisque c'est une étude IRES qui a été faite pour la CGT et qui est achevée depuis 1 an, à peu près maintenant. On avait donc observé les métiers du soin et du lien aux autres, autour de la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc on était juste après le Covid, on voulait s'intéresser à ces métiers essentiels et montrer à quel point ils étaient dévalorisés. Alors il y a eu d'abord un questionnaire, là aussi, qui avait été adressé à 14 professions du soin et du lien aux autres, parmi lesquelles beaucoup de professions intermédiaires, puisqu'on a donc dans l'idée des métiers du soin et du lien aux autres, on a s'occuper des petits-enfants jusqu'aux personnes en perte d'autonomie et en passant bien sûr par la santé et par l'action sociale. Et donc on a plein de professions qui collent avec notre champ. Et ce questionnaire qui s'appelait « Mon travail le vaut bien » a recueilli plus de 7000 réponses. Donc tu vois, tu es à peu près à mi-parcours. Et avec beaucoup de témoignages. Donc vous trouverez tous ces travaux, j'espère, sur le site de la CGT ou de l'IRES. Et ce qui en ressortait de cette première enquête, c'est que, effectivement, et ça c'est vrai pour tous ces métiers, notamment lorsqu'il y a, et c'est quand même dingue, un diplôme d'État, il y a des qualifications qui ne sont même pas reconnues à leur hauteur. Même si, en revenant à l'analyse de ce matin, l'exigence veut qu'il y ait le diplôme d'État. Donc ce sont les infirmières qui ont mis des années à avoir la reconnaissance de leur bac plus 3, des sages-femmes, là aussi on pourrait dire, ah ben non, sage-femme, c'est cadre, mais entre parenthèses, l'INSEE les accole systématiquement aux infirmières. Si ça, c'est pas aussi une façon de minimiser le travail des sages-femmes, bac plus 5, mais non reconnu en totalité, si ce n'est il y a très peu de temps. Voilà. Ou encore, on prendra tout à l'heure l'exemple des assistantes de service social, dont la 3e année d'études n'a été reconnue, et encore, que par la fonction publique, et encore, on va voir comment, qu'en 2018. Donc, des diplômes au rabais, une complexité du travail totalement sous-estimée. Elles nous disent qu'elles se sentent comme des couteaux suisses, savoir tout faire. Et puis là, notamment dans le champ de la santé, remonte beaucoup la question du glissement des tâches, des aides à domicile qui disent donner des médicaments et avoir des soins auprès des patients, des patientes, alors même que ça n'est pas dans leur attribution. Je ne reviens pas sur les contraintes organisationnelles de tous les niveaux, tu en as parlé. Et ce qui est fou dans ces métiers, c'est que justement, on a l'habitude d'opposer le travail physique pénible du travail émotionnel, d'un côté les hommes, de l'autre les femmes. Ben non. Quand on a affaire au métier du soin et du lien, on a à la fois les contraintes physiques, bruit des écoles, taille des chaises quand on est ATSEM, etc., port des corps et charge émotionnelle, évidemment, et enfin, des responsabilités qui ne sont pas reconnues parce que, pour le dire vite, quand vous n'avez pas une responsabilité hiérarchique, eh bien, ça n'existe pas, que ce soit dans les grilles de la fonction publique ou ailleurs. S'occuper des autres, avoir des responsabilités sur des vies humaines, ça compte moins que d'encadrer une équipe, pour le dire vite. Ophélie Labelle. Pour compléter ce que vient de dire Rachel, par exemple, la formation aujourd'hui des infirmières est est retravaillée par un allongement du temps de formation. Donc aujourd'hui, on est sur 3 ans et demi, on va aller sur 4 ans. Mais par contre, pour l'instant, on n'a aucune information de la reconnaissance salariale pour un bac plus 4, puisqu'elles vont arriver à un bac plus 4. Et en plus, le diplôme d'État est remis en question.
Donc on est vraiment sur une attaque. Comment il est remis en question? Il est remis en question parce qu'on va passer, alors je ne vais pas rentrer dans le trop technique, mais on va rentrer sur un diplôme qui sera validé par chaque université. Et donc la question aujourd'hui du diplôme d'État qui valide la reconnaissance du diplôme sur l'ensemble du territoire, aujourd'hui avec un diplôme qui sera validé par chaque université, remet en question, on va dire, la reconnaissance sur l'ensemble du territoire de toutes les compétences et compétences attendues qui peuvent être questionnées. Donc il y a une attaque sur cette formation, sur la reconnaissance des qualifications, sur le glissement de tâches. Parce que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la question de la formation des infirmières est remise en question? C'est parce qu'il y a un manque de médecins et du coup on revoit la formation des infirmières pour faire, entre guillemets, des petits médecins. Donc, et la question aussi de la responsabilité de ces professionnels-là est questionnée. Donc voilà, il y a beaucoup de questionnements. Est-ce que ça veut dire, ça, ce que vous dites, que, comme ça a déjà été un petit peu abordé dans les précédentes tables rondes, que le sort des professions intermédiaires, il concerne tout le monde, finalement? Si on remplace des médecins par des petits médecins, entre guillemets, ça va impacter les médecins aussi? Pour les médecins, je n'aborderai pas le sujet parce qu'il y a l'ordre des médecins aussi qui rentre et voilà, il y a des questions bien plus larges. Mais en effet, la question des professions intermédiaires, aujourd'hui, on va augmenter le niveau de qualification sans aucune reconnaissance salariale ou de la reconnaissance de la pénibilité due aux charges que ça génère. Et là est le réel problème. Donc c'est à un moment aussi, il faut que nous, on l'entende et qu'on récupère aussi ces questions de comment on défend les qualifications, la formation, et ensuite, quand on est dans la vie active, comment est-ce qu'on défend les conditions de travail pour une reconnaissance à juste titre des qualifications obtenues. Ça impacte tout le monde, quoi. Martine Lalevée, tout ceci évidemment pose la question de l'égalité professionnelle. Depuis une vingtaine d'années particulièrement, un certain nombre d'initiatives législatives ont vu le jour. Quels cadres légaux est-ce qu'on a mis en place pour aider à mettre les femmes sur une rampe positive, et où on en est avec ça? Alors déjà, il faut rappeler que le principe de l'égalité femmes-hommes est un principe constitutionnel qui date de 1945. Et quand on reprend cette date-là, on pourrait s'attendre qu'effectivement, au jour où on parle, les choses soient déjà largement avancées. Or, eh bien, depuis cette date de 46, pardon, j'ai dit 45, ça a fait réagir sur le côté. On a eu énormément de textes législatifs qui ont émaillé cette période-là, et j'ai voulu peut-être choisir quelques moments un peu forts, en tout cas qui sont des points d'accroche pour faire avancer ces questions-là. J'ai repris la loi de 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, qui a été une loi qui devait permettre de laisser derrière soi ces questions, je dirais, d'égalité salariale. Et on verra tout à l'heure, au travers peut-être de quelques chiffres, qu'on n'est pas encore au rendez-vous. J'ai voulu reprendre la loi de 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. On a progressé d'un vocable et qui donne, par exemple, quelques je dirais, contraintes aux entreprises. Et j'ai noté notamment qui interdit l'accès aux contrats de commande publique, donc État, collectivité territoriale, pour les entreprises qui ne respecteraient pas ces principes d'exigence d'égalité professionnelle. J'aimerais questionner dans la salle pour savoir si effectivement, dans les entreprises, on s'empare de ces questions, pour savoir si effectivement, si je réponds à un appel d'offres, je suis bien conforme pour me mettre sur la ligne des répondants à des appels d'offres. Je pose quelques pièces sur la table pour faire le pari, je pense qu'il y en a très peu. Mais néanmoins, le texte existe. Et il enjoint les entreprises de plus de 50 salariés à déposer soit une ouverture de négociation d'accord sur l'égalité professionnelle et de travailler sur ces questions-là. Donc ça, c'était la loi de 2014. Si on avance un tout petit peu, et sans vouloir être trop lourd, parce qu'il y aurait pas mal de textes à regarder, je saute directement à septembre 2018, qui était la loi de la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc cette loi, elle avait pour objectif d'organiser
et on pouvait s'attendre à quelque chose d'intéressant, le passage d'une obligation de moyens dans les entreprises, puisque jusqu'alors on était principalement là-dessus, à une obligation de résultats. Ce qui enjoignait effectivement aux entreprises non seulement de mettre à disposition des moyens, mais d'obtenir des résultats, et ça devait être, j'allais dire, mesuré au travers du fameux index d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Voilà, aujourd'hui, on a des chiffres qui sont à peu près en 2024 de l'ordre de 85%, enfin 85 points, puisque ça se mesure sur 100 points, dans les entreprises, en règle générale, en fonction de leur taille globalement. Mais cet inventaire, il est effectivement intéressant, parce que si vous vous souvenez, dans les années 2000, il y avait un débat comme ça public qui était, est-ce qu'on peut vraiment, est-ce que c'est souhaitable d'obliger les entreprises à l'égalité? On voit que voilà, les choses ont fait du chemin quand même. Les choses ont fait du chemin. Et il y a, je dirais, d'autres textes qui vont plus loin. Alors, je ne les mentionne que très rapidement, parce que il y a la loi Rixin, par exemple, mais qui ne concerne pas les professions intermédiaires, parce que là, on est sur les instances dirigeantes des entreprises qui obligent l'entreprise à avoir des proportions régulées de représentation hommes-femmes. Et on pourrait se projeter dans l'avenir, puisque 2026, ce sera l'obligation pour la France de se mettre en conformité avec la directive, la directive européenne sur la transparence salariale. Et là encore, on va sûrement avoir un certain nombre de textes qui vont être, je dirais, dirigés pour aller vers de l'égalité salariale. Je voulais effectivement vous interroger là-dessus. En attendant, ce qu'on a, c'est l'index. Un mot là-dessus. Alors, l'index professionnel, on pouvait se dire qu'au départ, que c'était plutôt une bonne idée. On va un tout petit peu plus loin que simplement de dire égalité salariale, parce qu'égalité salariale, on s'aperçoit qu'elle n'a de sens que si on parle de temps de travail équivalent, elle n'a de sens que si on parle de type d'emploi équivalent. Or, jusqu'alors, on traitait les choses de façon un petit peu générale. Donc la loi met dans cet index, je dirais, des catégorisations un tout petit peu plus fines qui permettent par CSP, par, je dirais, situation, puisqu'il y a aussi des textes sur les retours de maternité, permet de creuser un tout petit peu plus les sillons là-dessus. Et si on dit les choses peut-être un peu grossièrement, mais en fait on laisse les entreprises faire des rapports sur elles-mêmes. C'est un peu ça, et elles prennent, je dirais, un certain nombre d'angles de vision qui va favoriser peut-être un tout petit peu la façon dont elles vont calculer cet index. Et il pourrait y avoir, je dirais, une régulation, puisque les représentants des CSE doivent, je dirais, donner au travers d'une information consultation leur avis sur ces situations-là. Or, ce sont des textes qui ne sont peut-être pas très connus et pas forcément très utilisés pour que les entreprises soient poussées un peu dans leur retranchement pour faire les choses de façon, je dirais, pleine et entière. Il y a la loi et il y a l'esprit de la loi, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être qu'on peut laisser Emmanuel Lavignec répondre et ensuite on pourra reparler de la directive européenne, effectivement. Oui, de répondre, que dire? À part que trop de lois tue la loi ou trop de textes tue le texte, parce qu'effectivement, l'arsenal législatif en France, il est très très important. Beaucoup plus important que dans d'autres pays européens. On a, ça a été cité, c'est constitutionnel, l'égalité femmes-hommes. Je dirais que depuis 1919, à l'OIT, on parlait déjà de travail de valeur égale, j'y reviendrai. Depuis 1972, on a la notion de valeur égale entre les emplois. Enfin, on a l'index, on a un arsenal énorme, mais en réalité, les écarts salariaux sont toujours à peu près les mêmes. D'ailleurs, ils ont tendance à stagner. Donc on est à peu près à revenu salarial entre 25 et 28%, ça dépend. Bon, donc on ne peut pas dire que ça bouge beaucoup. Ça, c'est la première chose que je dirais.
parlant de léga conditionnalité, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous n'avez pas fait un accord égalité professionnelle dans votre entreprise, vous ne pouvez pas normalement accéder au marché public, etc. Il n'y a pas eu de décret. Donc en fait, voilà. Concernant les sanctions, lorsqu'il n'y a pas eu d'accord, et par rapport à l'index aussi, il y a une grande possibilité de mettre en place la réduction des écarts salariales parce que vous avez entre 6 et 9 ans finalement pour arriver à le faire avant d'être sanctionné. Donc voilà, tout ça pour dire que ça ne bouge pas vraiment par ce biais-là, donc il faudra bien en trouver d'autres. La directive de la transparence salariale, oui, c'est intéressant parce que ça va permettre tout simplement que dans les entreprises, vous puissiez comparer vos salaires avec vos autres collègues. Ça concerne les hommes et les femmes d'ailleurs. Donc on espère qu'en comparant les salaires, du coup, il puisse y avoir une mobilisation, quelque chose qui se passe sur l'égalité des salaires. Ça concerne la rémunération totale. Mais c'est surtout sur une chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est que ça remet, et je répète que depuis 1972, c'est déjà dans le Code du travail français, la notion de travail de valeur égale, c'est-à-dire qu'on ne compare pas comme ça se fait dans l'index. On ne devrait pas comparaître, et la transposition de cette directive doit nous y obliger, comparaître par service les emplois égaux, c'est-à-dire mon collègue est profession intermédiaire, technicien, et moi je suis technicienne, je regarde les salaires et je m'aperçois qu'on a le même salaire ou qu'on a un très petit écart. Mais de comparer en valeur égale les emplois, ce qui signifie pour nous syndicalement de revoir toutes les classifications de tous les secteurs professionnels, puisque ça n'a jamais été construit comme ça. Donc en fait ça c'est un grand chantier qu'on doit mettre en place. Ophélie Labelle. Oui, je voulais faire le pendant en fonction publique. Et en 2018, il y a eu un accord fonction publique pour l'égalité entre les femmes et les hommes que la CGT n'a pas signé. Je rappelle que dans cet accord, il y a aussi un plan d'action obligatoire pour les administrations, les collectivités et les établissements publics de santé de mettre en place des plans d'action justement pour arriver à ne plus avoir cette inégalité de salaire entre les femmes et les hommes, mais pas que. Mais le problème, il est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mesures contraignantes pour les établissements, pour justement résorber cette différence salariale, mais surtout que la différence salariale est mal calculée, comme ça a été fait, comme vient de le dire Emmanuel, avec l'index. Aujourd'hui, dans la fonction publique, les métiers ne sont pas comparés entre les métiers à prédominance féminine et les métiers à prédominance masculine à qualification égale. Et donc là, on n'arrive pas, enfin, malgré les échanges et les discussions qu'il y a eu et ceux qu'on a portés, aujourd'hui, on a une réelle difficulté. Et malgré la croyance ou le mythe qu'il peut y avoir dans la fonction publique, il y a des écarts salariaux entre les femmes et les hommes, qui aujourd'hui est d'environ 19% à peu près dans la totalité de la fonction publique. Et le code ou le statut, enfin plutôt l'inverse, le statut anciennement et maintenant le code de la fonction publique, comme beaucoup d'employeurs publics le pensent, créer des inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Donc il y a vraiment cette croyance à déconstruire, et ensuite de gagner la comparaison à niveau de qualification égal entre ces différentes professions. Martine Lalevée, pour revenir à cette directive européenne sur la transparence salariale, qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça pourrait changer? Alors, ce que ça peut changer, déjà, il y a plusieurs volets. Il y a un premier volet qui concerne, je dirais, les situations d'embauche. Aujourd'hui, il est commun de dire, il y a beaucoup d'études d'ailleurs qui le montrent, que lorsque vous allez solliciter un emploi, votre façon de le négocier quand vous êtes un homme ou quand vous êtes une femme n'est pas tout à fait la même. Le fait de devoir afficher à l'embauche le salaire auquel le poste est proposé peut donner, alors pas forcément, je dirais, plus d'éléments pour la négociation, car il y aura quand même négociation, mais en tout cas des bases de repères pour que les publics qui sont concernés aient dans leur tête les options de salaire qui leur sont proposées. Donc ça peut aider en tout cas à prendre conscience de la valeur qui est mise derrière le poste. Après, et c'est, je dirais, peut-être cette deuxième étape qui est la plus intéressante, c'est dans l'entreprise, qu'est-ce que ça peut changer? Ça peut changer qu'effectivement, on ait, je dirais, par rapport au contenu de son travail, à ses compétences, des comparatifs qui soient un tout petit peu plus précis que ceux qui sont aujourd'hui véhiculés dans l'index et qui permettent de se positionner mieux. Alors,
on a tendance à dire qu'on n'est pas sur une égalité salariale absolue, bien évidemment, il y a des écarts potentiellement à envisager, mais en revanche, il y a des valeurs, je dirais, de référence qui pourront être connues et permettre effectivement de se positionner. Et ça, c'est quand même un élément intéressant parce qu'aujourd'hui, dans notre contexte franco-français, parler salaire, c'est un peu tabou, disons-le. À part peut-être dans la fonction publique où on a peut-être plus de liberté, je ne sais pas sur les discussions salariales, en tout cas dans le privé, c'est un sujet qui est effectivement assez peu abordé. Donc là, ça ouvre et ça demande peut-être même un changement culturel sur ces questions-là pour aller parler salaire, je dirais, au sein de l'entreprise. Ophélie Labelle. Juste pour réagir, dans la fonction publique, il n'y a pas de négociation aujourd'hui depuis un certain temps, donc en effet, on ne peut pas. Mais juste pour rebondir sur la question des salaires d'une infirmière, par exemple, pour revenir, une infirmière aujourd'hui, je reprends mes notes, je les cherche, en début de carrière, c'est environ à peu près 2000... on est à peu près à moins de 2000 euros brut en début de carrière d'une infirmière, en sachant que le SMIC est environ à 1800 euros. Donc, on est en plein sur la reconnaissance de la qualification aujourd'hui pour les infirmières qui pratiquement pas là. Emmanuel Lavignac a parlé de valeur égale. Rachel Silvera, dans ce numéro d'options, il y a un papier de Stéphanie Stoll qui cite votre étude IRES sur la comparaison qu'on peut faire entre un métier féminisé comme les assistantes sociales et un équivalent masculinisé comme les techniciens supérieurs. Rémunération genrée, rémunération biaisée, c'est son titre de ce papier d'options. Comment on fait cette comparaison avec cette méthode québécoise, dites-nous? Oui, alors, ça fait un lien avec ce qui a été dit précédemment à propos de ce que disait Emmanuel sur les textes de loi. Donc moi, j'aurais cité aussi 72 et 83, la loi Roudy quand même, hein, elle est encore vivante, la pauvre, qui a été essentielle puisqu'elle définit ce que c'est que la valeur du travail. Et moi, je finis ma carrière, je me rends compte que les personnes ne comprennent toujours pas ce que signifie un salaire égal. Non seulement à travail égal, salaire égal, là on voit un technicien, une technicienne. Mais la loi prévoit aussi de comparer avec des travaux différents, occupés par les femmes et les hommes, mais de valeur égale. Et la loi nous dit il faut qu'il y ait même niveau de qualification, de diplôme, hein, je reprends des mots plus actuels, il faut même niveau de complexité, technicité du poste, même degré de responsabilité. Et puis, elle prévoyait que les conditions de travail, la charge physique et nerveuse soient comparables. Et donc, à partir de là, on a finalement des critères d'évaluation des emplois qui permettent de dire est-ce qu'une assistante sociale ne vaut pas un technicien supérieur? Je dis juste ne vaut pas, peut-être qu'elle vaut plus, j'en sais rien. Mais cette idée qui renvoie à ce que les Québécois appellent l'équité salariale, qu'on n'aime pas en France. On déteste l'idée d'équité, donc on ne le prend pas. Mais elle existe depuis une loi au Québec des années 90. Et elle permet à une infirmière d'aller voir son employeur, de lui dire « J'ai vu les rémunérations de ce technicien, j'estime qu'on fait un travail comparable. Pourquoi est-ce qu'il est payé plus que moi ?» Si l'employeur ne peut pas justifier l'écart, eh bien, il passe à la caisse. Alors, cette méthode, on peut la mobiliser en France, on ne le fait jamais. Donc, dans l'étude IRES, on a pris quelques cas. Une assistante sociale versus technicien supérieur. Je ne veux pas être trop longue. Les professions, alors, les deux démarrent en général BTS pour les techniciens supérieurs. Donc, on est soit dans la fonction publique territoriale, soit dans une grosse association donc à but privé à but non lucratif, pardon. Et là, il a un BTS, hein, lui aussi. Donc, niveau de diplôme analogue. Quand on regarde le travail, bon, il est totalement différent, mais bon, du côté des assistantes sociales, on sait, elles accompagnent. Là, en l'occurrence, soit la population, soit des salariés face à tous les accidents de la vie et dans l'accès à leurs droits sociaux, hein, pour le dire vite.
Et les techniciens, eh bien, ils assurent des conduites ou des suivis de travaux. Et ils font surtout, par exemple, dans un service informatique, tout ce qui est maintenance et surveillance. Certains encadrent des équipes, certains, j'ai bien dit. Alors, au-delà de ce métier, ce qu'on note, c'est que la complexité, la technicité est équivalente, elle exige une forte autonomie de part et d'autre. On peut donc comparer à ce niveau-là le fait que les assistantes sociales, notamment avec les baisses d'effectifs, avec les pressions aujourd'hui pour faire du chiffre dans un domaine de l'action sociale, rend leur mission encore plus complexe face à des populations de plus en plus en grande difficulté, donc chercher l'erreur. Et là aussi, on survalorise du côté des techniciens les compétences techniques et on nie surtout, et ça c'est ça l'important de notre étude, qui peut faire grincer des dents à des syndicalistes plus ouvriéristes qu'il n'y a sûrement pas dans cette salle, mais on ne sait jamais, parce que tout ce qui est du relationnel n'est jamais considéré comme faisant appel à des compétences techniques. Or, le propre de l'assistante sociale, comme du psychologue ou de la psychologue ce matin dont on parlait, c'est bien de s'appuyer sur des compétences techniques relationnelles très précises. La technicité, c'est pas qu'avec les machines, quoi. Voilà. Et bien, ce que vous venez de dire en 2 mots, il y a plein de personnes qui ne l'entendent pas. Il y a surtout plein de grilles d'évaluation des emplois qui ne le prennent jamais en compte. Le relationnel, c'est au mieux des savoir-être. Alors, retirons cette dimension personnelle de la bienveillance. Là aussi, on revient sur ces pseudo-qualités féminines de bienveillance, d'empathie. Non, l'assistante sociale, au contraire, si elle ne met pas à juste distance la personne qui est en face d'elle-même, elle va vers de grandes difficultés. Raison pour laquelle d'ailleurs vous préférez ce terme de métier du soin et du lien au terme de care, voilà, qui indépendamment du fait que c'est un anglicisme. Absolument. Donc, en termes de responsabilité, toujours pareil. D'un côté, les assistantes sociales, mince, elles ont des responsabilités fortes par rapport à des populations qui attendent des droits au logement, parfois aux revenus, aux minima sociaux, etc. Donc son rôle est essentiel. Du côté des techniciens, alors là c'est amusant parce que ce qui fait sur leur fiche de poste, si elle existe, ce qui fait leur responsabilité, c'est d'encadrer des équipes d'ouvriers. Or, tous les techniciens qu'on a rencontrés disent « non, je pourrais encadrer, mais moi j'encadre pas ». Donc, ça n'empêche, les responsabilités du technicien vont être survalorisées par rapport à celles des assistantes sociales. Quant aux exigences organisationnelles, la charge mentale pour les assistantes sociales est élevée et n'est pas retenue là aussi. Quand on arrive dans la comparaison au niveau des rémunérations, parce que l'objectif, ça serait de dire, vous voyez, de part et d'autre, on a affaire à des professions de valeur qui pourraient être considérées comme comparables. Je ne me mouille pas en disant ça parce que, on pourrait dire, non, l'assistante sociale est au-dessus. Eh bien non, ça ne va pas vous surprendre, les rémunérations des techniciens sont supérieures. Alors, dans la fonction publique territoriale, heureusement, maintenant, le Bac+3 des assistantes sociales a enfin été reconnu. Donc, à l'entrée, les salaires sont équivalents entre techniciens hospitaliers et elles, mais le déroulement de carrière, parce qu'on n'en a pas parlé dans ces métiers féminisés, les déroulements de carrière ne sont pas les mêmes que dans les filières techniques, où on va beaucoup plus vite. On a parlé ce matin beaucoup de personnes issues du rang qui arrivaient d'ouvriers à devenir techniciens. Du côté des filières et des métiers à prédominance féminine, ça n'existe jamais. De même qu'elles rentrent au SMIC, elles restent au SMIC, elles rentrent assistante sociale, elles finissent assistante sociale. Pour devenir cadre infirmier, il faut partir en formation, ressortir de son métier. Ça n'est pas une évolution normale du métier d'infirmière. Donc, un déroulement de carrière plus intéressant, et puis un régime indemnitaire
je n'en dis rien, mais qui est à la main de la collectivité territoriale et qui en général continue à favoriser les filières techniques. Dernière petite remarque, je suis un peu longue, excusez-moi. Dans la grosse association où on a mené l'enquête, là carrément, le diplôme de l'assistante sociale n'est pas reconnu. Elle est positionnée, si mes souvenirs sont bons, au niveau 6, donc le dernier échelon du corps des ouvriers employés. Elle n'est pas reconnue agent de maîtrise, hein, c'est 7 et 8, tandis que les techniciens sont tous 7 et 8. Cherchez l'erreur. Donc là, il y a un écart de rémunération d'entrée de jeu dans la grille. Ophélie Labelle, vous m'expliquiez en préparant cette table ronde pourquoi les infirmières n'arrivent souvent pas au bout de leur grille. C'est un aspect important aussi. Assez rapidement, parce qu'on arrive au bout de cette table ronde, mais pourquoi elles n'arrivent pas au bout de leur grille? Suite aux dernières négociations après la Covid, qu'il y a eu le Ségur de la santé, et donc il y a eu des changements de grille, et il y a eu des rajouts d'échelons. Donc, sur l'organisation structurelle de rémunération des agents de la fonction publique. Et il y a eu des rajouts d'échelons. Et aujourd'hui, une infirmière déroule difficilement, comme vient de le dire Rachel, sa totalité de grille salariale parce qu'elle a été augmentée en temps. Donc aujourd'hui, et surtout en temps, et sur le passage, on va dire, de la classe normale à la classe supérieure, il y a des conditions d'accès qui sont compliquées, avec un pourcentage très bas, en fonction de l'effectif des professionnels, et du coup il y a une difficulté de ces infirmières à accéder à une rémunération supérieure et un déroulement ensuite par la suite. Également sur le sujet de la pénibilité aussi, parce que c'est aussi lié, Rachel disait de comparer tout à fait les professions majoritairement féminines et masculines, mais il faut le faire dans l'entièreté de la carrière. Chose qu'aujourd'hui, on a des grosses difficultés dans les plans d'action ou dans les discussions qu'on peut avoir au sein de la fonction publique, parce qu'il est difficile, encore, je disais tout à l'heure, de la croyance, de faire comprendre que dans l'ensemble, alors les conséquences du temps partiel, des grossesses et autres, la difficulté justement de pouvoir dérouler sa carrière jusqu'au bout et arriver à un salaire, si on pouvait dire, correct, mais le problème est qu'encore une fois, la qualification n'est pas reconnue. Et sur la question de la pénibilité, je pense que là aussi, c'est important de le rajouter par rapport à tout ce qui est charge émotionnelle, charge physique liée notamment à ces professions intermédiaires, dont les infirmières, la question du lien. Aujourd'hui, une infirmière, le temps dédié au lien, à la prise en charge de la personne vulnérable, n'est pas pris en compte par les établissements. Pourquoi? Parce que pour des questions de productivité et de financement aussi qu'on a dans les hôpitaux. Et c'est là aussi le problème qu'il y a, c'est qu'il y a une réelle difficulté de cette prise en compte pour reconnaître des compétences qui ne sont pas innées, mais bien que les professionnels ont besoin d'acquérir au courant de leur formation. Donc il y a vraiment un enjeu de toutes parts. Et pour terminer, sur la pénibilité, parce que c'est vraiment un point sur lequel il faut vraiment qu'on travaille, c'est les infirmières qui sont dans la territoriale, les infirmiers pompiers, et les infirmiers autres, on va dire, de la sortie des pompiers, où ils ont eu un passage en catégorie A avec une reconnaissance certaine, alors pas comme on le souhaiterait, des qualifications, avec le maintien de la reconnaissance de la catégorie active qui leur permet de partir plus tôt, alors que les infirmières d'établissements, maisons de retraite, hôpitaux, des autres versants, ont perdu la reconnaissance de la pénibilité, donc impossible de partir plus tôt en retraite, avec une soi-disant, avec un chantage à la rémunération qui est totalement aberrant. Et les infirmiers voilà, pompiers, évidemment, ce sont des hommes, comme par hasard. La majorité de ces corps sont masculins, pardon, oui. C'était tellement évident. La majorité de ce corps des pompiers est masculin, bien sûr, et les autres, on pourrait se dire qu'il y a des infirmières chez les pompiers quand on ne connaît pas ce métier. Ouais. Martine Lallevée, qu'est-ce que tout ceci vous évoque? Valeur égale, ces questions de comparaison. Un mot pour la fin. En fait, pour rebondir sur les quelques propos qui ont été portés et sans que ça soit ciblé sur les métiers du soin, je voudrais rappeler quelques chiffres quand même qui sont pour moi assez éclairants et que j'ai été dénichés dans les données de l'INSEE. Les écarts de rémunération dont on a dit tout à l'heure que
Bon, bah, globalement, alors je parle en équivalent temps plein, hein, c'est-à-dire qu'on a déjà raboté quelques handicaps, puisque souvent les femmes travaillent à temps partiel, donc ça enlève un petit peu. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, dans le secteur privé, en équivalent temps plein, on est parti en 1995 à 22% d'écart, on est aujourd'hui à 15,5%. Bon, on a progressé, on ne peut pas dire le contraire, mais ça n'a pas été phénoménal. Dans la fonction publique, si on regarde en 95, toujours en équivalent temps plein, on était à 14,8 d'écart, on est aujourd'hui à 12,7. Hein, donc on n'a pas non plus fait un bond phénoménal. Et ce qui est intéressant, c'est que si on creuse les choses aujourd'hui, donc ce sont des chiffres qui ont été publiés en 2024, mais qui portent sur l'année 2021, lorsque les femmes ont un enfant, l'écart salarial, en équivalent temps plein toujours, est de 12,4. 20 quand il s'agit de 2 enfants et 29,5 quand il s'agit d'avoir 3 enfants. Ce qui tente à prouver que la vie personnelle impacte aussi le déroulement de carrière. Et donc quand on parle d'inégalité salariale, il faut aussi réfléchir aux conditions de travail, à la carrière et à l'évolution professionnelle, et pour faire du lien avec ce qui a été dit ce matin, aux éléments de formation. Parce que c'est aussi en formant tout au long de la vie professionnelle qu'on peut faire aussi ces rattrapages salariaux pour obtenir des postes qui correspondent effectivement aux avancées qui sont attendues par les hommes comme par les femmes. Emmanuel Lavignac, pour conclure, qu'est-ce que ça implique tout ça en termes syndicaux? Est-ce que ça veut dire qu'il faut syndicaliser particulièrement les femmes en visant les professions intermédiaires, avec également ce risque de basculement, on en a parlé dans les autres tables rondes, vers le RN des femmes et des femmes professions intermédiaires? Oui, alors il y a plusieurs enjeux et challenges, on va dire, pour nous, CGTistes, syndicalistes, c'est effectivement comment la première chose, c'est comment est-ce qu'on comble cet écart salarial, puisqu'on a bien vu que la loi ne suffisait pas. Donc comment est-ce qu'on se mobilise, comment est-ce qu'on mobilise le salariat pour être force et augmenter le rapport de force, pour le coup, en dehors d'un appel à la justice en disant, voilà, ce n'est pas normal que je gagne moins, j'attaque au prud'homme. Voilà, comment est-ce qu'on arrive à se mobiliser? Donc nous, on se mobilise en général régulièrement tous les 8 mars, où on porte cette revendication. On se mobilise aussi à l'UGICT autour du 25 novembre pour un autre scandale qui sont les violences sexuelles que subissent les femmes au travail. Donc on a déjà ce travail-là à faire, de mobilisation, d'entraîner avec nous toutes les fédérations, que tout le monde comprenne bien que des professions intermédiaires, il n'y en a pas que dans le secteur du soin et du lien, il y en a partout, notamment toutes les secrétaires administratives, les professionnels de la gestion. Tout ça, ce sont des professions intermédiaires très, très, très féminisées. Donc en fait, c'est complètement transversal. Je rappelle que l'augmentation salariale des professions intermédiaires dans les 25 ans, c'est 2,4%. Hein. C'est-à-dire que ces personnes, donc majoritairement des femmes, sont coincées entre les femmes employées et les cadres, et en fait sont coincées doublement dans ce qu'on appelle les trappes à bas salaire, c'est-à-dire qu'elles ne bénéficient pas des augmentations du SMIC, même si on va pas dire que les personnes au SMIC sont plus favorisées que les professions intermédiaires, et donc elles ne bénéficient de quasiment aucune augmentation générale, et vous le savez dans vos entreprises quand vous négociez. Les primes individuelles deviennent de plus en plus courantes, mais voilà, ça reste des choses qui ne permettent pas de cotiser pour votre retraite, etc. Donc je voulais revenir là-dessus parce que c'est important. Donc nous, effectivement, on doit mobiliser, la CGT doit se mobiliser pour ce sujet-là, et ça implique d'aller vers les femmes, pas que les femmes, mais les professions intermédiaires, je le répète, 53% de femmes, d'aller les voir et de leur parler de leurs problématiques. Effectivement, enfin nous on rencontre très, très souvent, notamment dans le médico-social, vous avez des assistantes sociales dans le médico-social qui ne savent pas qu'elles sont professions intermédiaires. On l'a vu ce matin
par l'espèce de grand lavage, blanchiment ou disparition des classifications et de la profession intermédiaire très large, en fait, elles ne savent pas ce que ça veut dire. Donc déjà, d'aller voir ces personnes en disant, il faut se battre, vous avez une qualification, vérifiez sur quelle est votre position sur votre fiche de salaire, etc., et de leur mettre, pour augmenter la mobilisation, de se rendre compte en fait de l'arnaque qu'il y a derrière, hein, notamment par rapport à leur diplôme. Il y a déjà ça. On a un autre travail à faire, c'est effectivement le toilettage et classification, et pas version patronale, c'est-à-dire que d'imposer, parce que c'est dans le Code du travail, comme le disait Rachel, donc normalement la classification doit tenir compte de la valeur égale d'un travail, donc on ne doit pas uniquement se référer dans une entreprise à un groupe, une catégorie socio-professionnelle en disant les ingénieurs gagnent tant dans le technique, dans l'administratif, ils gagnent tant. Non, on doit comparer les emplois et on doit donc revaloriser, en fait, revoir à l'aune, en chaussant les lunettes du genre, ce que c'est qu'un travail, qu'est-ce que c'est que la pénibilité. On en a parlé. La pénibilité, en plus, c'est vraiment à la croisée là, on est à l'UGIC, donc il y a le problème des métiers féminisés qui ne sont pas reconnus pénibles parce que ce ne sont pas les charges physiques. On a la même chose au niveau, tout simplement, du personnel d'encadrement, où on ne reconnaît pas le burn-out, on ne reconnaît pas une difficulté du travail. Et à dessein, parce que le patronat n'a absolument pas envie d'être responsable d'une pénibilité ou de futurs arrêts maladie ou accidents du travail dus à cette pénibilité. Donc en fait, derrière tout ça, il y a une volonté de toute façon abaisser, toujours rabaisser et essayer de restreindre la responsabilité des employeurs. Donc en fait, nous, on a ce travail à faire de classification. La directive va nous aider à ça, parce que la directive propose, vous savez qu'une directive européenne, elle doit être transposée en droit français, et elle parle de construire des catégories de travailleurs. C'est-à-dire que les catégories de travailleurs que nous devrons comparer, les emplois que nous devrons comparer, on pourra reconstruire ces catégories de travailleurs en prenant en compte la valeur égale et s'extirper, j'ai envie de dire, des catégories socio-professionnelles déjà construites. Employés, ouvriers, cadres. Et voilà. Ça, c'est trop, ça n'existe plus aujourd'hui, notamment dans le monde tertiaire, ça n'est plus la réalité du monde du travail. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'adapter à ce que nous impose le capital, mais au contraire, il faut essayer de se servir de cette directive pour reconstruire quand même un monde du travail, des secteurs professionnels qui ressemblent à la réalité du travail, avec la moitié du salariat qui sont des femmes et qui ne sont pas forcément ni ouvrières, ni dans des métiers pénibles et physiques, comme on le dit, mais qui ont droit à être reconnus et rémunérés à la hauteur de leur qualification et de leur travail. Donc ça fait partie du travail qui nous attend. Merci infiniment à toutes les quatre, Emmanuelle Lavignac, Rachel Silvera, Ophélie Labelle et Martine Lalevé. Merci à toutes et tous ici dans le public du patio de la CGT à Montreuil, à vous qui nous écoutez en podcast ou en vidéo, et à toutes celles et ceux avec qui nous avons fabriqué ces 3 tables rondes et cette journée. On se retrouve très bientôt si vous le voulez bien. Salut!